Raphaël Hirochalmi, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous allons essayer de mieux comprendre un peu ce qui s'est passé avec un petit peu de recul, ce qui s'est passé dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi. On a compris au début, on pensait qu'il s'agissait d'un missile syrien qui avait été tiré en direction du plateau du Golan, mais en fait, il s'agit bel et bien d'un missile iranien qui a été tiré par des Iraniens et qui a de facto suscité cette réaction massive de l'armée israélienne dans la nuit de dimanche à lundi. L'armée israélienne qui a, on va dire, détruit de nombreuses positions iraniennes en Syrie, c'est exact ? Oui, le conflit à petit feu, dirais-je, entre Israël et l'Iran vient de monter d'un cran et dimanche marque un tournant, une nouvelle phase dans cet affrontement avec le déploiement iranien au sud de la Syrie. D'abord, les Iraniens, ce sont eux qui ont commencé, comme on dit entre guillemets, Oui. donc par une opération en plein jour, ce qui était aussi une première par rapport aux actions nocturnes menées par l'armée de l'air israélienne, suivi effectivement d'une réaction inhabituelle. C'est pas vraiment la première fois, mais c'était la première fois avec un projectile de ce calibre-là que les Iraniens donc ont visé le territoire israélien avec une possibilité même sérieuse de danger pour des vies humaines civiles israéliennes. Avec un missile d'une taille assez importante de 200 kilos pouvant atteindre jusqu'à Hadera ou Netanya à l'intérieur d'Israël. Alors, qu'est-ce qui a provoqué, on va dire, cette escalade, ce palier nouveau qui a été franchi ? Pourquoi les Iraniens, on va dire, ont-ils durci le ton ? Alors, nous sommes dans une situation de bras de fer, car ce qui est également nouveau dans cet affrontement, c'est qu'Israël reconnaît aujourd'hui ouvertement être derrière ces attaques contre l'Iran. Et il y a donc une déclaration formelle des Israéliens. Je dirais pas que c'est une déclaration de guerre à l'Iran, faite par le Premier ministre et par le gouvernement israélien. Et même par l'ancien chef d'état-major, puisqu'il l'avait reconnu aussi que... Oui, exactement. D'ailleurs, le fait que nous ayons un nouveau chef d'état-major, oui. Eh bien, il faut bien qu'il commence en beauté avec un signal fort. Et alors, de l'autre côté, malheureusement pour l'instant, les Iraniens ne désarment pas, ne cèdent pas et continuent à nous tenir tête. Il y a donc ici un bras de fer qui est à la fois militaire, mais aussi politique, diplomatique. Mais pour l'instant, nous n'avons pas un véritable résultat à long terme sur le terrain. C'est-à-dire, nous avons causé d'énormes dégâts aux forces iraniennes présentes en Syrie. Mais elles sont pas parties. Nous n'avons pas découragé les Iraniens de se retirer de Syrie. Alors, est-ce que, et c'est un débat que j'ai entendu sur les ondes des radios et sur les chaînes de télévision israéliennes ces 2 derniers jours, est-ce que c'était judicieux de la part de Binyamin Netanyahou, même de l'ancien chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, de confirmer qu'Israël était bel et bien responsable des attaques contre les bases iraniennes en Syrie, ou alors fallait-il conserver cette politique de flou artistique qui a guidé la politique israélienne en Syrie au cours des dernières années, depuis le début de la guerre civile ? À votre avis, est-ce que c'était une erreur ? Il fallait le faire ? Parce qu'on le voit quelque part, ça, c'est donc la cause de cette escalade, quelque part. Alors il y a le pour et le contre. Bon, d'un côté, c'est quand même le secret de Polichinelle de ne pas le dire ou le dire. Tout le monde sait bien que ce sont les Israéliens, c'est pas les Suisses. La seconde chose, c'est que il y a une certaine efficacité. Alors il y a un danger et une efficacité à admettre ouvertement que nous sommes derrière ces attaques. Le danger, c'est effectivement de forcer les Iraniens à sauver l'honneur, sauver la face. C'est ça, parce qu'on rentre dans une dimension d'honneur qui est très chère au monde arabe, de ne pas perdre la face. Mais d'un autre côté, le message s'adresse aussi peut-être pas seulement aux Iraniens, mais aussi aux Américains et aux Russes. Car face à la politique assez agressive de Bolton par rapport à l'Iran, de Pompeo qui nous a même autorisé la semaine dernière à frapper en Irak s'il le faut, et puis face à la compréhension qui semble être là tout de même de Poutine, je pense qu'Israël doit affirmer d'une façon claire et nette sa position. Nous n'avons pas à nous cacher ou avoir honte de cette position, et nous devons envoyer un message fort, non seulement à l'ennemi, mais également aux Russes et aux Américains, qui doivent bien comprendre que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons rien à cacher, mais nous n'avons surtout pas le choix. Ce n'est pas une décision
politique, diplomatique qui est prise lorsque nous attaquons ces cibles. C'est une condition de survie, de self-defense, d'autodéfense militaire. Et donc, je ne vois pas la raison pour laquelle nous continuerons à jouer ce jeu qui n'est plus tellement efficace, car vraiment ne pas le dire, ça ne veut pas dire que nous ne revendiquons pas ces attaques. Tout le monde sait très bien qu'Israël est derrière. Alors, on parle sur le plan militaire de pièges qui a été tendu justement par le nouveau chef d'état-major de Tsahal, qui paraît-il est un homme qui est très, très créatif et très innovant. Un piège sécuritaire et un piège des renseignements. En quoi y a-t-il eu un piège là pour les Iraniens de la part d'Israël ? Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu un piège. Je pense qu'il y a eu... il y a en ce moment des essais de tester de chaque côté. Ouais. La preuve, c'est que le jour même de l'attaque, le site du Mont Hermon est resté ouvert. Le lendemain, il est resté fermé. Aujourd'hui, il est ouvert à nouveau et Tsahal estime que les Iraniens ne vont pas continuer cette phase d'escalade pour l'instant. On attend le prochain round. Et en plus, des points ont été marqués. On a changé un petit peu aussi les cibles. On a attaqué d'une part les cibles traditionnelles. D'ailleurs, on a attaqué la zone de l'aéroport de Damas, donc près de la ville de Damas, alors que les Russes nous ont plutôt demandé de ne pas le faire, d'attaquer où on voulait en Syrie, mais pas du côté de Damas. Donc, on s'est permis de le faire tout de même. C'est un signal assez fort, comme je viens de le dire. Mais on a aussi attaqué des cibles plus chirurgicales sur le plan de l'activité du renseignement militaire iranien. Donc on a détruit plusieurs postes d'observation du renseignement militaire iranien et des postes beaucoup plus moins logistiques et plus offensifs déployés au sud de la Syrie. Je pense qu'il y a ici une entrée en force du chef de l'état-major. Des pièges, je ne pense pas qu'il y en ait, car les Iraniens sont prêts à tout quand il s'agit des Israéliens, et ils savent bien que nous sommes très créatifs. Alors, on a eu le sentiment... est-ce qu'il y a des opérations... attendez, je voulais vous poser une question concernant justement, mais elle m'a échappé là maintenant, concernant justement les opérations. Est-ce que finalement, on est dans une situation où on va vers une confrontation incontournable avec l'Iran, ou alors l'Iran finalement n'a pas les moyens de tenir tête à Israël plus que cela ? Alors, d'un côté, tout prend la direction d'une confrontation, car nous sommes maintenant, on peut dire que nous sommes en état de guerre avec les Iraniens, même si c'est pas en attaquant le sol iranien lui-même, c'est à travers la Syrie, mais nous sommes en état de guerre. Alors évidemment, pour l'instant, normalement, les Iraniens ne sont pas, ni le Hezbollah d'ailleurs, en mesure d'être en confrontation militaire avec Israël. Ils seraient perdants, mais malheureusement, la logique n'a jamais été le grand fort des extrémistes et des fanatiques. Les ayatollahs et les chefs du Hezbollah sont des gens fanatiques, des intégristes islamistes qui ne pensent pas logiquement, qui ne pensent pas rationnellement et qui pourraient donc s'embarquer dans un conflit contre Israël, même s'ils seront perdants au bout, mais qui nous causeraient effectivement, nous, tout de même, énormément de dégâts et de souffrances. Alors, il y a des différents paliers de tension. On en a franchi un, vous l'avez dit, mais on a aussi remarqué, c'était la question qui m'avait échappé tout à l'heure, que les Syriens n'ont pas utilisé les fameuses batteries de missiles S-300 ou S-400 qui leur ont été fournies par les Russes ces derniers mois. Est-ce que cette retenue, on va dire, de la part des Syriens, c'est aussi une retenue des Russes qui ne veulent pas envenimer la situation, alors qu'ils auraient pu, d'une certaine manière, utiliser cela ? Oui, alors, d'une part, on prétend toujours, jusqu'à maintenant, ça paraît assez long, mais les experts prétendent que les Syriens ne sont pas encore formés suffisamment à l'utilisation de ces systèmes très sophistiqués. D'autre part, les Russes nous ont fait quand même un très joli cadeau, tout en nous menaçant avec ces S-300, car ils les ont donnés à l'armée syrienne. Autrement dit, les S-300 sont syriens, et donc nous pouvons aller les détruire, car nous n'attaquerons pas la Russie si nous le faisons. Ça, c'est le clin d'œil énorme que les Russes ont fait à Israël, en donnant à l'armée de l'air syrienne ces systèmes. Et donc les Syriens savent très bien que s'ils les utilisent,
Notre solution à nous, puisque ces missiles, ces batteries nous gênent, c'est tout simplement de les détruire. Mais n'oublions pas non plus que l'armée de l'air israélienne s'est déjà entraînée à cette menace des S-300. D'autres pays amis d'Israël, dont la Grèce, nous ont permis de nous entraîner, la Grèce ayant des missiles S-300 à Chypre, nous a permis de nous entraîner, d'apprendre un petit peu ce système. Mais en gros, la solution du S-300, comme toutes les batteries, on en a détruit d'ailleurs quelques-unes aussi dimanche dernier, c'est tout simplement l'armée de l'air détruit ces batteries anti-aériennes. Est-ce que vous croyez que cette tension grandissante risque de forcer les Américains, le président Trump, à reconsidérer sa décision d'évacuer les 2200 soldats américains qui sont déployés essentiellement dans le nord-est ouest de la Syrie? Je pense qu'il a un petit peu tempéré sa décision et on ralentit le plus possible ce retrait des troupes américaines. N'oublions tout de même pas qu'elles ne vont pas bien loin. En fait, ce retrait est un retrait presque tactique, car elles seront quand même présentes et à la frontière jordanienne et à la frontière irakienne avec la Syrie, et donc elles peuvent revenir à tout le moment. Elles sont toutes proches, et surtout les Américains ont bien précisé, et ça on peut leur faire confiance, qu'ils se réservent le droit, comme ils l'ont fait par le passé, d'intervenir à partir de la 6e flotte, soit avec des missiles de la marine, soit avec des avions qui décollent des porte-avions, pour intervenir en Syrie, avec cette ligne rouge de l'utilisation des armes chimiques, mais aussi pour d'autres actions, à mon avis, pour protéger les Kurdes contre les Turcs, par exemple. Alors, je vais vous poser une question parce que elle revient aussi dans les entretiens sur les chaînes de radio et télévision ces 2 derniers jours. Est-ce que vous pensez que Binyamin Netanyahou ait pu orchestrer tout cela avec, on va dire, une sorte de complicité de l'armée pour faire monter la tension et détourner, alors cette fois, l'attention de la population israélienne de ses affaires judiciaires et la focaliser sur des problèmes sécuritaires? Alors moi qui aime bien être un petit peu ironique à propos des politiciens et qui ne porte pas une immense estime, car effectivement les politiciens sont capables un petit peu de tout. Là, je ne pense tout de même pas. Je pense qu'il y a des considérations sécuritaires avec lesquelles on ne peut pas jouer, même avec le plus grand cynisme, le plus grand machiavélisme politique. Les interventions militaires qui ont lieu récemment n'ont rien à voir avec les élections. Elles sont là pour des raisons logistiques, c'est-à-dire on frappe au moment où c'est le meilleur pour l'armée israélienne, où c'est le moins risqué pour nos pilotes. Et je ne pense pas que même un politicien averti s'amuse avec la vie de nos soldats pour des élections. Eh bien, Raphaël Yerushalmi, merci beaucoup de nous avoir très bien clarifié donc cette situation extrêmement complexe et problématique sur le nord du pays, et on va dire plus exactement sur le territoire syrien. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom.